Bonjour. Alors, je voulais juste faire un petit vlog. Il me reste un peu de batterie, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Et je voulais vous parler un peu de validisme. Donc j'ai pas préparé, j'ai rien préparé, donc vous raconter un peu tout ce qui s'est passé, toutes mes réflexions depuis quelques temps. Donc je vous ai fait une vidéo sur les 1 an après le diagnostic. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé et je me suis beaucoup questionnée en fait donc sur tout ce qui était validisme à ce moment-là. Surtout quand j'ai dû faire une demande de RQTH, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que j'étais en situation de handicap? Est-ce que mes difficultés sont assez importantes et est-ce que du coup elles sont insurmontables? Et avant ça, je, je me trouvais nulle sur certains points. Donc je me suis dit, bon, je suis incapable de faire ci, incapable de faire ça. Je considérais que il fallait changer les choses et que je devais faire des efforts. Mais c'est aussi ce qu'on m'a répété un peu toute ma vie. Et depuis toute petite, donc j'avais intégré ça depuis très très longtemps. Et à côté de ça, comme j'ai des capacités, on va dire tout ce qui est mathématiques, logique, j'ai toujours eu des facilités d'apprentissage. Tout ce qui est concret, on va dire. J'ai toujours eu des facilités et on m'a dit, avec ton intelligence, tu devrais être capable de faire ci, tu devrais être capable de faire beaucoup de choses et tu as beaucoup de potentiel. Mais le problème de ce potentiel, c'est que les gens veulent bien voir le potentiel mais ils ne veulent pas voir les difficultés à côté. Donc j'étais déjà très anxieuse quand j'étais petite. Je pense qu'il y a une... C'était camouflé aussi parce que je m'exprimais pas beaucoup. J'exprimais pas mes sentiments. Mes sensations, moi-même je les reconnaissais pas, donc c'est très difficile de les exprimer. Et la façon dont je les exprimais n'était pas forcément socialement acceptable ou socialement identifiable. Donc je pense que mes difficultés ont été minimisées pendant très très longtemps. Jusqu'au moment où je pense que j'étais au lycée où j'étais pas bien du tout et ça commençait à se voir dans les notes et tout ça. Mais on a dit c'est la crise d'adolescence. Donc en gros j'étais pendant longtemps quelqu'un qui était intelligente mais qui peut mieux faire et qui fait pas d'efforts en fait. Elle peut faire plein de trucs mais elle le fait pas. On sait pas pourquoi, peut-être qu'elle est paresseuse, peut-être qu'elle a pas envie de le faire, peut-être qu'elle reste sur ses acquis. Et j'ai intégré ça et je me suis toujours sentie en dessous. Comme si toute ma vie je pourrais être quelqu'un de bien mais je l'étais pas parce que je ne voulais pas. Donc j'ai toujours travaillé en gros sur mes difficultés et je me suis toujours sentie mal et toujours sentie un peu en dessous. Et tout ce qui était sentiments et tout, je me sentais complètement cassée. Je pense qu'il y avait beaucoup de validisme là-dedans. À un moment donné, je disais aux gens que c'était un handicap. Parce qu'effectivement, un handicap dans le sens quelque chose qui était cassé et qui ne pouvait pas se réparer. Ma notion du handicap était... Il y avait beaucoup de validisme, hein, je le sais. Mais c'était vraiment que je n'arrivais pas à l'exprimer autrement. Et je pensais ne pas pouvoir ressentir de choses. Dans des situations où j'étais censée ressentir et pleurer, et tout ce qui est deuil par exemple, j'intériorisais et j'implosais littéralement à l'extérieur et je me figeais. Et je souffrais énormément, mais comme je n'arrivais même pas à identifier mes sentiments et comme je ne pleurais pas, je pensais que j'étais insensible, je pensais que je n'avais pas de sentiments et je pensais que j'étais incapable d'aimer et que j'étais incapable de ressentir les choses. Et donc je l'ai toujours dit aux gens, il faut m'excuser, j'en suis incapable. Et on m'a toujours dit, par exemple, tu es un robot et il faut ressentir les choses, il faut vivre l'instant présent et il faut arrêter de tout analyser. Et moi je n'arrivais pas à accéder à ces instincts-là. Je devais forcément passer par l'analyse de toute situation et de moi-même pour essayer de comprendre qu'est-ce que je ressentais et qu'est-ce que je pensais. Du coup, je devais prendre beaucoup de recul
pour savoir ce que je ressentais. Je n'avais pas de réaction instantanée où tout le monde était triste et pleurait. Et moi, c'est comme si que ça se verrouillait automatiquement. L'émotion, elle arrivait, elle était très intense, mais elle était tellement intense que tout se bloquait et que je me verrouillais. C'était un court-circuit et je me figeais, je ressentais plus rien et je faisais un peu de dissociation en fait. Il y a beaucoup de gens qui font de la dissociation qui ne se rendent pas compte, mais en fait c'est vraiment que tout est trop intense et que pour ma propre protection, c'est comme si que mon cerveau s'est dit tiens, il y a une alerte rouge, on va tout verrouiller, on va bloquer les... comme un flot d'informations qui arrivait et qu'on bloquait tout. Et il me fallait parfois des mois ou des années pour pouvoir analyser les sentiments et me dire mais là j'ai mal par rapport à ça, il s'est passé ça, je ressentais ça. Et c'était toujours très très mal perçu par mon entourage, même proche, qui me reprochait parfois ce manque de sensibilité. Donc on en revient un peu à l'empathie des personnes autistes, hein, bien que je n'avais pas de diagnostic. J'avais déjà toutes ces reproches-là, t'es beaucoup trop logique, tu analyses trop, t'es insensible et tout ça. Et donc pour tout ce qui était social, j'étais perçue un peu comme quelqu'un de très brusque, insensible et complètement presque méchante parfois, parce que je disais ce que je pensais. Et effectivement, quand on me posait des questions, ou dans des contextes où il fallait mentir, où la question était plus rhétorique que... Et bien je disais ce que je pensais, moi je disais là j'aime pas, là je te trouve que ce que tu fais c'est pas bien, et j'étais pas à ma place, et je respectais pas non plus tout ce qui était autorité ou grande personne, parce que si je pensais que quelque chose était mauvais, bah je le disais, c'est tout. Donc tous ces aspects là, j'ai passé énormément de temps à les travailler. Quand je suis arrivée sur Paris, que j'ai essayé de faire des études, que je voulais faire du commerce, quelle idée de faire du commerce, mais j'étais vraiment passionnée par la Chine. Donc c'était vraiment ce qui m'intéressait. Et j'ai essayé encore plus de m'adapter, encore plus de comprendre les gens et de m'aligner dessus en fait. Donc ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'à un moment donné j'ai implosé. C'est que j'en étais au point où quand je faisais des entretiens, j'avais emmagasiné toutes les infos sur les entretiens d'embauche. Et à un moment donné, c'était très contradictoire. Par exemple, je me rappelle qu'il y avait des infos comme ne vous habillez pas en noir ou blanc, mais pas trop de couleurs, ça peut distraire, mettez des imprimés, mais pas trop, ça peut être... Donc il y avait beaucoup d'infos, j'essayais de tout faire, et puis à un moment donné, je m'étais créé un costume. J'avais un pantalon, j'avais une chemise, je ressemblais à quelqu'un... C'était comme un tableau blanc et où j'avais pas de personnalité, où tout était malléable et tout était cliché, parce qu'en fait je saisissais pas en fait le principe, je comprenais pas ce qu'il fallait faire, j'appliquais juste les règles que j'avais cru comprendre, mais je ne comprenais pas, et c'était une source d'angoisse énorme, et les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que j'angoissais, et moi j'avais pas le mode d'emploi, et je cherchais comment faire. Donc à ce moment là j'ai commencé à essayer de chercher des événements et tout. Mais bon, on va dire, pour résumer, j'étais un peu au paroxysme et je me voyais comme quelqu'un de cassé, quoi, euh, défaillante. Il y avait les gens et la norme, il y avait les gens comme il fallait être, il y avait les idéaux, et j'avais des modèles qui ne correspondaient pas du tout à moi. Et j'essayais d'être comme ces personnes parce que je pensais qu'il fallait être comme ça. Parce que sinon j'aurais pas de travail, j'aurais pas d'avenir, j'aurais pas de sécurité. Donc pour moi l'objectif c'était presque vital de se fondre dans la masse, parce qu'on attendait ça de moi, et qu'à chaque fois qu'on me faisait une remarque, c'était pour me dire que j'étais trop ou pas assez. Et trop ou pas assez par rapport à quoi? Ben, c'était par rapport à la norme. Donc la norme, je l'ai intégrée très fortement, et ça m'a fait du mal. Au moment où j'ai complètement implosé, donc un burn-out et puis une dépression quelques temps après, ce qu'on appelle maintenant, enfin dans les communautés on parle de burn-out autistique, c'est-à-dire que j'étais incapable de me camoufler, j'étais incapable de faire la réflexion et l'effort que je faisais avant pour m'adapter aux gens.
Je n'avais plus ce masque que j'ai mis tellement d'années à construire, à peaufiner, et j'étais presque un miroir où j'arrivais à mimer un peu les situations dans lesquelles j'étais en les analysant et en reproduisant instantanément par rapport aussi à tout ce que j'avais appris. J'avais une grosse banque de données, donc j'étais assez passionnée par tout ce qui est psychologie et langue. Donc quand je suis arrivée sur Paris, pour moi c'était comme si j'étais à Londres ou en Chine. J'apprenais un peu tous les us et les coutumes, et je, je jouais mon rôle en fait. Et j'étais incapable. Je pouvais plus faire ça. J'étais en souffrance par rapport à tout le bruit et toute l'agitation. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça m'a poussée à déménager, donc avec mon copain, pour aller dans un endroit plus calme et pour essayer de reprendre les choses à zéro. Et ça n'a pas fonctionné parce que quand j'ai cherché à trouver du travail en tant que commercial, donc ma formation initiale, ça n'a pas fonctionné. J'avais plus de confiance en moi, j'étais arrivée à zéro. C'était le moment de la dépression, hein, donc c'était à ce moment-là où je n'étais plus rien, je n'existais plus. À ce moment-là, en fait, je vais faire un bond en avant, mais on va dire au moment du diagnostic, et quand je me rappelle de tous ces moments-là, et je me suis rendu compte que quand on passe 20 ans, 25 ans à faire quelque chose et où ça ne fonctionne pas, à un moment donné, il faut bien se rendre à l'évidence que ça ne fonctionne pas. C'était vraiment accepter qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que si je faisais le diagnostic d'autisme, j'acceptais ça. J'acceptais que je ne pourrais jamais être dans la norme et que je ne pourrais peut-être jamais avoir l'emploi que je voudrais ou la vie que je voudrais, mais aussi que je pourrais aussi avoir de l'aide et pouvoir comprendre et pouvoir avoir quelque chose qui serait plus adapté. Mais c'était abandonner les années d'études, les sacrifices que j'ai faits et tout recommencer à zéro parce que j'étais dans une voie qui ne me correspondait pas et qui en plus me détruisait. Et, dans toute ma façon de fonctionner, hein, ça peut être aussi certains rapports avec d'autres personnes qui faisaient que j'étais complètement effacée et que j'étais constamment dans l'excuse et constamment en train de me dire que je suis quelqu'un qui doit faire des efforts et qui doit prendre sur soi. Et donc dans les rapports avec les autres, j'étais aussi, j'avais plus ou moins un masque. Par exemple, j'avais beaucoup de mal à mélanger les amis parce qu'avec telle ou telle personne, je suis le mouvement, donc je reste moi-même, je veux dire. Mais par exemple, je suis pas quelqu'un qui parle de moi, j'ai beaucoup de mal à parler de mes sentiments ou de mes passions. Il y a plein d'amis, ils ont jamais su que j'avais un blog, pendant 5 ou 6 ans je faisais des trucs, mais je voyais pas l'intérêt d'en parler parce que toute ma vie on m'a toujours dit que c'était pas intéressant, on m'a toujours dit que je parlais trop, que ça intéressait personne. Et moi ce genre de choses, on me dit les choses et je les prends assez littéralement quand on me donne une règle sociale. Je l'intègre jusqu'au moment où j'arrive à la peaufiner, ou la redéfinir, ou la compléter, ou l'opposer à quelque chose d'autre. Je l'intègre. Donc quand on me dit par exemple, Chloé, tu parles trop, tu n'as pas parlé de ci ou de ça, je ne sais pas si c'est une règle qui est générale ou qui concerne la personne. Mais je vais quand même la garder dans un coin de ma tête en me disant peut-être que. Donc une fois qu'on m'a répété ça et qu'on me l'a répété plusieurs fois dans plusieurs contextes, pour moi c'est quelque chose qui vaut dans plusieurs contextes, donc c'est quelque chose à prendre en compte. À un moment donné, comme je ne parlais pas trop de moi, effectivement avec telle personne, on s'est vu dans tel contexte, cette personne-là aime bien ce genre de truc, j'aurais plus tendance à parler de ce que la personne aime. Donc il y a des aspects de ma vie qui sont complètement... que mes amis, même proches, ou même ma famille, ignorent. Parce que moi-même, je pense pas à le dire ou à me dire, à leur dire, j'aime bien ci, ou j'aime bien ça, ou j'aime bien dessiner ou peindre. Même si je peux passer 3 heures ou 4 heures par jour à dessiner, et bien il y a des amis qui vont pas savoir que je dessine. Parce que je vais jamais le dire, parce que je vais pas penser que c'est pertinent ou que ça les intéresse. Et c'est ça en fait, le fait de s'adapter constamment. C'est comme si j'étais pas moi-même. Il y a des aspects où ça part très loin parce qu'à un moment donné,
je ne parle pas ni de mes douleurs, ni de mes difficultés, ni de ce que j'aime, ni de mes passions, et je m'en suis rendu compte au moment du diagnostic. Donc je me suis dit, il y a un problème quand même. C'est comme si j'étais pas moi-même avec mes amis, et ça veut dire qu'avec certains amis où je ne me sens pas d'être moi-même, et j'ai peur de leur réaction. Donc j'ai beau aimer beaucoup certaines personnes, et je sais que c'est réciproque, mais à un moment donné, je me suis sentie mal en me disant, c'est comme si que j'étais, ils me connaissent pas. Et c'est beaucoup de réflexion. Et c'est aussi le fait de dire tout ce que je cache, dans tout ce que je ne montre pas, il y a le handicap. Donc quand je ne suis pas bien, quand j'arrive pas à parler, quand je n'arrive pas à faire les choses, eh bien je ne sors pas. Donc j'ai des amis qui m'ont jamais vu en situation de difficulté et qui ne se rendent même pas compte que j'ai certaines difficultés. Parce qu'ils m'ont jamais vu, parce que je le cache. Et quand j'ai fait le diagnostic et quand j'ai commencé tout ça, et quand à la fin j'ai fait la démarche à l'MDPH, j'ai commencé à me dire, moi, dans tout ce que je suis avec le handicap et les difficultés qui sont insurmontables, ce n'est pas une tare, ce n'est pas, je suis pas cassée, je suis comme ça. Et aussi, il y a sûrement beaucoup de personnes qui m'acceptent comme ça, s'ils le savaient. Et maintenant, j'ai envie d'être comme ça aux yeux de tout le monde. J'ai envie de... de toute façon, je peux plus me cacher. J'ai récupéré l'énergie, j'ai récupéré la force par rapport au moment où j'étais vraiment au plus bas. Mais j'ai pas complètement récupéré cette capacité-là. Et à partir du moment où j'ai compris que ça me faisait du mal, j'ai beaucoup plus de difficultés à faire semblant. Pour moi, c'est plus que de la survie. Survivre, c'est justement de pouvoir comprendre comment je fonctionne et de plus avoir à m'adapter. Donc ma façon de survivre maintenant, c'est de prendre soin de moi physiquement et mentalement. Donc ça, c'était mes nouvelles résolutions, on va dire.